Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, on se fume un petit pétard. Prends garde, cela risque de flétrir ta beauté. Hélas. Vous êtes prêts? C'est parti pour Excalibur. Alors, Excalibur est un film d'aventure américano-britannique sorti en 1981 et réalisé par John Boorman. Né en 1933 dans une banlieue de Londres, il se passionne très rapidement pour le 7e art où, à 18 ans, il devient critique de cinéma pour certaines revues. Passé la trentaine, il s'essaye à la réalisation en 1965 avec Sauf qui peut, une petite comédie sur fond de road movie, mais c'est surtout ses deux films suivants qui vont le faire connaître. Le film de mafia Le Point de non-retour et Duel dans le Pacifique, un intense drame de guerre où un soldat américain et un soldat japonais sont perdus sur une île et doivent s'entraider pour rentrer chez eux. Cru, violent mais extrêmement réaliste, ces deux œuvres vont permettre à Boorman d'accéder à une certaine notoriété pour mettre en scène son chef-d'œuvre Délivrance. Pur survival sur le mythe de l'homme confronté à la dure réalité de la nature, racontant l'histoire d'une bande de copains entreprenant la descente en canot d'une rivière mais qui vont rencontrer divers obstacles, avec Jon Voight et Burt Reynolds au casting, le film est un succès critique et commercial qui confirmera la place de Boorman dans les hautes sphères cinématographiques. Malheureusement, et c'est souvent le cas dans cette émission, quand tu es au top du top, la pente descendante commence à venir et elle va faire très mal au cinéaste. En 1974, il part dans la science-fiction avec Zardoz, dépeignant un monde futuriste sans dieu où la population humaine est divisée en deux catégories, les éternels purs êtres immortels grâce à la technologie et les brutes, êtres inférieurs fournissant la nourriture aux éternels et dont Z, un mutant interprété par Sean Connery, va devenir le symbole d'une révolte dans cet univers pessimiste où Boorman marie parfaitement le goût du spectacle à une réflexion philosophique sur le devenir de l'homme. Cependant, malgré de nombreuses qualités, le film sera un énorme échec à sa sortie, mais petit à petit, Zardoz fera son effet sur le marché vidéo pour être réévalué par la suite par les amateurs du genre. On pourra pas en dire autant de son film suivant, L'Exorciste de l'hérétique, suite du chef-d'œuvre de William Friedkin. Malgré un budget imposant, le plus gros de Warner à l'époque, et une totale liberté créative, ce deuxième épisode d'une saga qui en compte 4 ou 5 si on compte la deuxième version de l'Exorciste au commencement, est une véritable déception pour les fans qui, encore aujourd'hui, divisent beaucoup et fait débat dans les sphères de l'horreur. À partir des années 80 et après l'œuvre du jour, le cinéaste va commencer à se faire beaucoup plus rare, prenant son temps entre chaque film pour mettre en scène des projets plus personnels, notamment sur des faits historiques. On peut citer La Forêt d'Émeraude en 1985, relatant l'histoire vraie d'un père cherchant son fils, qui a été élevé pendant une dizaine d'années par une tribu indienne de la forêt amazonienne. Son film le plus autobiographique, Hope and Glory, la guerre à 100 ans en 1987, évoquant à travers les yeux du personnage principal l'enfance du cinéaste à Londres durant la Deuxième Guerre mondiale. Ragoud en 1995, traitant des différentes manifestations et de l'indignation populaire qui ont eu lieu en Birmanie en 1988 pour protester sur la désastreuse situation économique du pays. Le Général en 1998, où Brendan Gleeson incarne Martin Cahill, un cambrioleur qui a exercé au début des années 90 et dont John Boorman lui-même a été une de ses victimes. Et enfin son dernier film à ce jour, Queen and Glory, pseudo-suite de Open Glory, ou toujours lié à la jeunesse militaire du cinéaste, met en avant une critique acerbe sur le service militaire durant la guerre de Corée. À travers une filmographie dense et cohérente par rapport au regard qu'il porte sur le monde, John Boorman propose une vision très sèche de la violence, montrant que la nature peut encore rendre des coups contre l'homme. Le cinéaste met à l'écran la représentation des mythes, tout en jouant sur l'illusion du réel pour créer cette incrédulité sur le spectateur. Un perfectionniste dont le parcours cinématographique a été semé d'embûches, mais qui s'en est toujours sorti vainqueur malgré les difficultés artistiques. Un véritable poète du cinéma comme on n'en fait plus. Mais revenons au début des années 80. Suite aux échecs successifs de Zardoz et de l'Exorciste de l'hérétique, John Boorman commence à perdre un petit peu la confiance des producteurs, lui qui voulait adapter Le Seigneur des Anneaux à l'écran. Plutôt que d'adapter l'œuvre de Tolkien, on lui propose, malgré tout pour rester dans la fantasy, de réaliser une nouvelle version de la légende du roi Arthur. Ça tombe bien, le cinéaste a ce projet en tête depuis quelques années. Ainsi sort en 1981 Excalibur. L'histoire Uther Pendragon reçoit de Merlin l'épée d'Excalibur pour unifier le royaume de Bretagne, mais à cause de sa passion pour Ygraine, l'épouse du duc de Cornouailles, l'espoir pour Merlin d'une paix est ruiné. Prenant l'apparence du duc, il fait l'amour à Ygraine, lui faisant un enfant qui deviendra Arthur. Se faisant mortellement blessé lors d'une attaque surprise, Uther plante Excalibur dans un rocher et quiconque arrivera à le prendre sera proclamé roi. Quelques années plus tard, Arthur, confié à Sir Ecter par Merlin, retire Excalibur
Excalibur pour devenir le nouveau roi de Camelot. Il réussit à unifier le royaume, épouse Guenièvre et crée la confrérie de la Table Ronde. Mais dans l'ombre, Morgane, la demi-sœur d'Arthur, s'empare des secrets de Merlin pour affaiblir le royaume de ce dernier. Seule la quête du Graal lui donnera la volonté et la force nécessaires pour la combattre. À travers la légende et les questionnements anthropologiques du mythe, John Boorman réalise sans aucun doute la plus belle mais également la plus fidèle transposition cinématographique de l'histoire du roi Arthur. Un univers où magiciens et hommes se côtoient dans une œuvre philosophique proche des écrits de Nietzsche, mettant en avant une forme aphoristique du dépassement de la volonté et de l'humanité comme vecteur de sens. Un film qu'on pourrait penser chrétien, mais pas tant que ça finalement. Excalibur fleure tellement bon les années 80 avec ses visuels d'un autre temps, entre surimpression et incrustation et disparition soudaine. Certes, la nouvelle génération qui ne vit que pour le numérique trouverait ça ringard, mais cette esthétique fantaisiste fait toute la richesse du film. John Boorman utilise tous les effets de style et les effets spéciaux propres à l'époque pour bricoler son univers de chevalerie et de magie. Au nom du Tout-Puissant de Saint-Michel et de Saint-Georges, je te donne droit à porter l'épée et à rendre la justice. Ce devoir sera jamais le mien, comme chevalier et comme roi. J'en apprendrai tous les jours. En effet, John Boorman soumet l'idée que le roi n'a d'autre raison d'être que de préserver le lien entre deux unités bien distinctes. D'un côté, le microcosme, le monde des hommes représenté par Camelot, et de l'autre, le macrocosme représenté par le dragon, une sorte d'univers où règne magie et naissance des mythes. Permettant à l'homme de questionner et d'assumer sa place dans le monde. Une fusion permettant d'invoquer un pouvoir à travers les mythes celtiques comme les personnages de Merlin et la Dame du Lac, ainsi que le symbolisme de Dieu via le Graal, imaginant un idéal qui se construirait par la paix entre les peuples. Pour créer sa version du roi Arthur, le cinéaste a puisé ses inspirations par forcément La mort d'Arthur de Thomas Malory, mais également de deux œuvres tirées du cycle romanesque écrit par Terence Henbury White, L'épée dans la pierre en 1938 centrée sur la jeunesse d'Arthur jusqu'à son accession de roi proclamé, et La chandelle dans le vent en 1958 évoquant les derniers temps de son règne, la relation entre Lancelot et Guenièvre ainsi que la révolte de Mordred, son fils bâtard avec Morgane engendré suite à un envoûtement. Je sais, ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais ça montre l'implication de John Boorman qui avait vraiment envie de raconter cette histoire, ayant dû faire un long travail de recherche pour coller au plus près de la légende. À côté de ça, la mise en scène du réalisateur de Délivrance enchaîne les scènes d'anthologie avec des séquences de pure magie créées pour marquer la rétine du spectateur, l'apparition de la Dame du Lac avec l'épée étincelante qui surgit des eaux, la scène d'amour entre Guenièvre et Lancelot ou également celle où ce dernier affronte son double, la quête de Perceval pour trouver le Graal à travers la grotte de Morgane, l'arbre pendu sans oublier ce final avec cette lune rouge forte en symbolisme. Ajoutez à cela le score sublime de Trevor Jones mais également l'utilisation de thèmes classiques comme le Crépuscule des dieux de Richard Wagner et surtout Carmina Burana de Karloff où la chevauchée d'Arthur sur cette musique n'est pas sans rappeler les Valkyries sur le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now. Au-delà du simple leitmotiv musical qui est omniprésent, Excalibur est clairement construit comme un film opéra tellement chaque scène est signifiante du rythme imprégné par le thème musical. Chaque apparition, chaque coup d'épée, chaque dialogue sonne comme un destin tragique ou émouvant pour tel et tel personnage. Seigneur, nous sommes innocents, mais pas dans nos cœurs. Pour la tenir une seule fois dans mes bras, je sacrifierai tout. Honneur, vérité, ma foi sacrée. Dieu, sauve-moi de moi-même. Le film a aussi le mérite de faire débuter des futurs grands acteurs. Gabriel Byrne en roi Uther soumis à ses désirs pour devenir le père involontaire d'Arthur, Hélène Mirren en Morgane et surtout Liam Neeson en Gawain. Présenté sous un aspect plus négatif car manipulé par Morgane, lançant un défi à Lancelot en combat singulier. Je suis à ta merci, Lancelot. Profitez-en, c'est pas tous les jours que Liam Neeson se prend une branlée au cinéma. Ce qui rend Excalibur si onirique et étrange à la fois, c'est comment le film de John Boorman pénètre avec une telle facilité les mystères et les tourments de l'âme humaine, le tout avec le respect des codes cinématographiques. Je pense en particulier à ce montage parallèle en début de film, avec le viol d'Igraine par Uther ayant pris la forme du duc de Cornouailles et ce dernier mourant en pleine bataille, simple mais si fort en symbolisme pour le devenir de l'histoire, et également le montage alterné où Perceval, envoûté par
par Morgan par diverses visions, essaye en même temps de s'extraire de la corde qui l'attache sur l'arbre pendu, une unité de lieux différente mais liée dans sa continuité temporelle et également dans ce cas-ci métaphysique. Je vis à travers les autres depuis bien trop longtemps. Lancelot a été mon honneur, Guenièvre ma faute, Mordred mes péchés. Mes chevaliers se sont battus pour ma cause. Maintenant, mon frère, je serai roi. Excalibur est la splendide illustration de tous les ingrédients techniques et de mise en scène qui ont permis de créer ce divertissement riche et spectaculaire par ses décors, ses costumes, sa lumière, sa musique, sa photographie à couper le souffle et ce montage quasi parfait. John Boorman réussit à lier tout ça en une parfaite symbiose, sans aucun doute l'un des plus beaux films jamais réalisés, se posant en contrepoint des versions hollywoodiennes, et dont l'implication du cinéaste frisait le perfectionnisme pour transposer à l'écran la version ultime du mythe. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. D'une beauté plastique inégalable, d'une force émotionnelle rarement vue et d'un sens minutieux apporté au cadre, Excalibur est l'accomplissement d'années de travail de la part du cinéaste et de son équipe pour adapter le plus fidèlement possible la légende d'Arthur au cinéma, lorgnant entre le surnaturel et la grandiloquence. Le film démontre comment le mythe du pouvoir absolu symbolisé par l'épée d'Excalibur peut changer l'homme et ses croyances. De par les oppositions politiques, religieuses et sociales, une envie viscérale se dégage pour questionner l'innocence de l'homme à travers son âme. Un point d'orgue à la carrière certes inégale de son réalisateur, capable comme beaucoup avant lui du meilleur comme du pire, mais qui s'est transcendé pour proposer l'une des plus belles expériences cinématographiques et que, comme disait Arthur lors du dénouement final, Je ne suis pas né pour vivre une vie d'homme, mais pour être le tissu de la mémoire du futur. cette phrase résonne encore plus aujourd'hui tant l'œuvre a marqué les mémoires de bon nombre de cinéphiles. Excalibur est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Excalibur, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les films de KPDP et de fantasy, celui-là est une œuvre majeure. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.